Moi, je ne suis pas en fait médecin. Je travaille avec des médecins, mais je viens de l'informatique et donc de l'intelligence artificielle, justement. Même si je déteste le mot intelligence artificielle, hein, mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc là, je vais surtout vous parler plutôt d'IA et d'applications d'IA à la médecine. Alors, dans le domaine médical, je travaille pas mal avec l'oncopole et donc pas mal avec les maladies du sang, parce que j'ai travaillé sur la leucémie aiguë myéloïde, le myélome et le lymphome, dont certaines de ces maladies, évidemment, peuvent avoir des rapports avec la drépanocytose. Voilà, donc la première partie, je vais juste vous parler rapidement d'IA, parce que je pense que vous n'êtes pas spécialiste et que vous faites beaucoup d'idées sur le sujet. Et je vais tout de suite vous dire qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on rencontre dans les médias sur l'IA. Bon, au CHU de Toulouse, on en fait beaucoup. En principe, voilà, on vous a affiché plein de choses qu'on est déjà en train de faire. Et vous avez sûrement entendu parler de plein d'applications formidables de l'intelligence artificielle dans plein de domaines. Alors, je vous dis tout de suite, la première chose que je vais vous dire, c'est que ça marche très mal. Et quand je dis très mal, c'est très mal. Et donc, il ne faut vraiment pas croire tout ce qu'on raconte. Déjà, il faut savoir que le mot intelligence artificielle lui-même, ben, c'est un mot qui est malheureux parce que à l'origine, l'IA qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas du tout l'IA telle qu'elle était définie au départ. L'IA qu'on emploie aujourd'hui, c'est une IA en fait qu'on appelait la cybernétique à l'origine et qui est basée sur la théorie de la rétroaction et de l'action à l'intérieur du cerveau. Le terme d'IA lui-même, il a été inventé en fait en opposition à la cybernétique. Donc en fait, le mot intelligence artificielle qu'on emploie aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que ça devait être au départ. Tout ça pour bien vous expliquer que il y a derrière la mécanique même d'intelligence artificielle, il y a la volonté d'utiliser des mots parce qu'ils portent un certain contenu émotif qui est très malheureux parce que scientifiquement, ça ne tient pas debout. Je suis assez sévère sur le sujet parce que je suis un petit peu fatigué de toutes les bêtises que je peux entendre. Voilà, donc cette IA symbolique et cette IA cybernétique se sont quelque peu opposées pendant un certain nombre d'années. Et il faut savoir que jusqu'au début des années 90, en fait, l'IA qu'on connaît aujourd'hui n'existait quasiment pas. C'est-à-dire qu'elle a été éliminée du champ du possible jusqu'à ce que l'IA symbolique disparaisse d'elle-même après avoir promis monts et merveilles et n'avoir rien tenu. Donc c'est depuis qu'on a vu revenir lentement l'IA que vous connaissez aujourd'hui. Alors j'aime bien ces petits schémas parce qu'ils montrent comment les mots dans les médias ont une influence ou sont représentatifs d'une forme d'idéologie ou d'une forme de, de publicité mensongère. Le mot intelligence artificielle a connu une véritable explosion alors que la cybernétique s'est effondrée. Et par contre, vous voyez que jusqu'au début des années 2010, des mots comme deep learning ou réseau de neurones n'existent quasiment pas. Voilà, il faut juste le savoir. Donc l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une mécanique qui est basée essentiellement sur ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc je ne vais pas vous expliquer techniquement ce que c'est. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que l'apprentissage supervisé, c'est comme quand on vous apprenait les tables de multiplication. Vous avez une base d'exemples. Donc par exemple, à gauche, là, vous avez la base d'exemple de la multiplication. Et cette base d'exemple, vous la rentrez dans votre système d'IA et il va apprendre par cœur la table que vous lui avez donnée. C'est la mécanique globalement de l'apprentissage supervisé. Et ce qu'il y a de un peu magique dans l'IA, c'est que quand il a appris par cœur sa table de multiplication, là où il est beaucoup plus fort, c'est qu'il est capable de faire ce qu'on appelle de la généralisation. C'est-à-dire, par exemple, il a appris à multiplier 20 par 80, il a appris à multiplier 20 par 70, mais il n'a jamais appris à multiplier 20 par 75. Et pourtant, quand vous lui posez la question combien font 25 par 75, il va vous donner un résultat approché, 1867, qui est presque le bon. Mais je dis bien presque. Mais il va quand même réussir à réaliser alors qu'il a appris juste sur une petite base d'exemples. Donc ça, c'est vraiment l'idée de cet apprentissage supervisé. Vous fournissez au système des exemples, n'importe quel type d'exemple. Ça peut être des images, ça peut être du texte, ça dépend de ce que vous voulez apprendre. Mais le principe est toujours le même, une base d'exemples et un résultat que vous connaissez à l'avance. Et le réseau, en fait, va apprendre sur cette base. C'est rien d'autre que ça. Tous les systèmes d'IA aujourd'hui fonctionnent comme ça, avec des raffinements plus ou moins complexes, mais c'est toujours la même mécanique. Voilà.
Alors, il faut savoir qu'il y a eu cette explosion-là, elle remonte au début des années 2010. Avant les années 2010, on n'en parlait pas. La société qui a mis l'IA, qui a remis l'IA à la mode, c'est une société qui s'appelle DeepMind, qui a été achetée par Google. Et quand ils ont commencé à travailler sur le sujet, ben, il y a les gens de DeepMind qui rentraient dans la société à l'époque, ben, on leur disait qu'ils avaient tort de s'intéresser à ça parce que ça n'avait aucun avenir. C'est pour vous dire que le monde change. Il y a eu une explosion donc, de l'IA à partir des années 2011-2012, et vous voyez à quel point le mot explose complètement dans les requêtes Google à partir de ce moment-là. Voilà. Alors, dans le domaine de la santé, après l'explosion du début des années 2010, à partir de 2015-2016, cette société, DeepMind, va commencer à créer des partenariats dans le domaine de la santé, dans plein de domaines. Sur le cancer du sein pour la mammographie, pour la détection de tissus cancéreux pour certains cancers cervico-facial, enfin, tout un ensemble de choses. La question c'est est-ce que ça marche? Alors, j'aime bien ce transparent que je montre régulièrement qui vient du DARPA, qui est le département de la défense américain, qui dit une chose qui est très très juste sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est statistiquement très impressionnant, mais individuellement absolument pas fiable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. L'IA, si vous faites des stats, vous êtes bon très souvent à 90%. Mais dans 10% des cas, vous êtes à côté et vous ne savez pas quand et vous ne savez pas pourquoi. Donc il y a des exemples qui sont très connus. Un exemple comme celui-là, c'est un exemple classique. Alors chaque fois, j'ai mis les références des articles pour ceux que ça intéresse, hein, mais bon, qui montrent que c'est des articles scientifiques, hein, donc je ne vous raconte pas de bêtises. Par exemple, là, vous avez des réseaux de neurones qui sont entraînés à reconnaître des chiffres, qui sont très très forts pour reconnaître des chiffres, et on leur présente des images qui n'ont rien à voir avec des chiffres, et ils croient reconnaître des chiffres avec un taux de confiance qui est à presque 100%, alors qu'il n'y a rien qui ressemble à un chiffre. Ça s'appelle de l'hallucination de réseau, c'est très classique, et malheureusement, on ne sait pas pourquoi ils hallucinent là-dessus, enfin, on ne sait pas pourquoi. On commence à comprendre un peu mieux. Un autre exemple classique, vous verrez que ça a des conséquences dans le domaine médical. Vous prenez une image qui est parfaitement reconnue par des réseaux entraînés à la reconnaissance d'images. Ils sont par exemple totalement confiants que ça, c'est un champ de colza à 99%. L'image du dessous est presque identique. On a juste rajouté un peu de bruit. Et là, ils sont devenus certains que cette image, ça représentait un par-dessus, avec une confiance de 90%. Pareil ici, un jet qui devient un masque, et là, vous avez un poivron qui devient une passoire. Donc, c'est extrêmement fragile comme système. Il faut le savoir aussi. Il y a eu énormément de problèmes d'éthique, en particulier dans les systèmes de reconnaissance d'images chez Google, qui ont entraîné la suppression d'ailleurs de certains systèmes. Donc là, je vous ai mis tout un ensemble d'exemples qui ont été identifiés comme étant des problèmes éthiques, légaux, et on en connaît aujourd'hui énormément d'autres, et qui sont liés à ces mécaniques mal connues ou mal comprises des réseaux de neurones qui entraînent des comportements qui sont éthiquement inacceptables. Et donc ça, c'est également un problème qui est identifié. En fait, l'IA, ça marche bien quand vous gagnez de l'argent si le système tombe juste et vous ne perdez pas d'argent si le système se trompe. Donc globalement, il y a tout un ensemble d'endroits où ça va fonctionner, mais le problème c'est qu'en médecine, on ne peut pas trop accepter qu'un système se trompe. Donc il y a un problème avec l'application de l'IA à la médecine qui explique bien des choses. Un exemple très intéressant, ça a été le Covid, parce qu'on a fait beaucoup d'appuyer sur le Covid, et en particulier essayer de détecter sur des radiographies si on pouvait, à partir d'une radiographie pulmonaire, détecter le Covid. Il y a eu plus de 2000 articles qui ont été publiés dans la presse scientifique sur ce sujet. Alors, il y a une méta-étude qui a été faite et qui a déjà constaté que sur les 2212 papiers, il n'y en avait que 62 qui étaient corrects. Vous avez pareil la référence de l'article en haut, hein. C'est-à-dire que 62 papiers qui traitaient correctement le sujet. Mais il y avait quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'après avoir relu dans le détail ces 62 papiers, il n'y en avait aucun qui était correct. On a publié 2200 papiers, aucun ne fonctionne. Il y a eu d'autres exemples assez formidables sur, par exemple, l'analyse radiographie qui montre que, globalement, ça c'est un papier très récent, hein, de 2023, qui montre que le système, en principe formel qu'on vous vend d'aide à l'analyse de radiographie, fonctionne extrêmement mal. C'est-à-dire qu'on gagne très peu de choses, voire on gagne rien dans certains cas. Il y a eu d'autres exemples comme les systèmes de détection automatique des mélanomes, hein, donc les grains de beauté qui pourraient être cancéreux.
pareil, on a un système qui était supposé les reconnaître de façon parfaite. Vous preniez l'image d'un mélanome qui était déclaré bénin à 95%, vous vous contentiez de rajouter un peu de bruit, comme tout à l'heure, il devenait brutalement malin à 95%, alors que c'est le même mélanome. Mais encore plus intéressant, il vous suffisait de tourner l'image de 45 degrés et il devenait également malin, alors que c'était toujours le même mélanome. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. Encore autre chose pour la détection du cancer du sein, où une étude, là aussi récente, de 2022, montre que les gains sont extrêmement faibles avec des risques en plus d'erreurs. Donc, il y a beaucoup dans le domaine de l'IA, de ce que j'appelle les fake algorithms, parce que ça va avec les fake news. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de vous vendre des choses de façon malhonnête. Et malheureusement, trouver les erreurs, ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher, alors que vendre quelque chose malhonnêtement, ça rapporte de l'argent. Donc, il faut être très prudent sur toutes ces nouvelles technologies. Vous avez entendu parler du problème de Theranos aux États-Unis, je suppose. Dans le domaine de l'IA, il ne faudra pas s'étonner si on a le même type d'accident dans les années qui vont venir. Donc, l'IA aujourd'hui, appliquée à la médecine, c'est un domaine qui est compliqué, qui est nouveau, qui nécessite énormément de données, parce qu'il faut beaucoup de données pour faire de l'apprentissage, qui nécessite des médecins compétents, et on ne peut pas travailler, on ne peut pas demander à un informaticien de faire de l'IA en médecine sans médecin en support, parce que l'informaticien ne comprend pas la donnée. Et si vous ne comprenez pas la donnée, vous n'êtes pas capable de la qualifier, vous n'êtes pas capable de détecter les biais ou les bruits qui peuvent être à l'intérieur. Donc c'est forcément des collaborations entre un ensemble de personnes spécialistes du médical et des gens qui sont spécialistes de l'informatique. Et on ne peut pas travailler autrement. Ça, c'est extrêmement important. Et il faut savoir rester prudent et critique sur ce qu'on trouve. Alors, après avoir dit tout ça, je vais quand même vous dire qu'on essaie de faire des choses et je vais vous donner quelques exemples de choses qu'on fait. Donc, un exemple là que j'ai récupéré rapidement parce que en écoutant la présentation précédente, où le médecin précédent vous expliquait que dans le cas de la greffe, il y a un choix à faire entre greffer ou ne pas greffer. Et donc, ça m'a rappelé un travail qu'on a fait tout récemment sur la leucémie aiguë myéloïde, où on a la même question qui se pose à un moment, c'est-à-dire que pour un patient malade, vous avez le choix entre proposer un traitement avec greffe ou proposer un traitement avec des agents déméthylants, sachant que le traitement avec greffe, c'est exactement comme pour la drépanocytose, c'est un traitement qui peut améliorer très grandement ou très largement la survie du patient, mais avec le risque de le tuer tout de suite. Et le traitement avec agent déméthylant, au contraire, vous n'avez pas de conséquences à court terme, mais vous êtes malheureusement presque certain qu'à long terme, le patient décédera. Donc il y a un choix de la même façon à faire entre le greffe ou le greffe pas. Et un travail qu'on a essayé de faire donc avec le docteur Sarah Bertoli, qui est de l'Oncopole à Toulouse, du CHU, ça a été de voir si on pouvait utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour aider au choix du traitement. Déjà trouver quelles sont les variables qui permettraient de décider aux médecins de décider quelles sont les variables significatives dans le choix du traitement et est-ce qu'on est capable d'avoir des modèles de survie dans les deux cas. Donc c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, on a eu des résultats, on a travaillé sérieusement, on a réussi à développer des prédicteurs qui permettent de nous prédire pour un patient donné, une base de données qui est très importante, qui comprend énormément de variables biologiques. Sur beaucoup de patients, on a 4000 patients dans la base pour faire l'apprentissage. On arrive à des modèles qui permettent de prédire à 70%, même à la médiane, qui est l'endroit le plus difficile à prédire, la survie. Et ces modèles permettent également de distinguer quelles sont les variables les plus significatives pour prédire justement cette espérance de vie. Et de la même façon, on a développé un modèle auquel on demande de choisir le traitement. Et on constate que comparé aux choix que font les médecins, on atteint là des précisions qui sont autour de 90%, ce qui est aussi très bon. Ceci dit, il ne faut pas crier victoire. Le fait qu'on ait de très bons résultats ne veut pas dire que ça va améliorer la qualité du choix du traitement, parce qu'il est possible que l'algorithme en fait ne fasse que reproduire l'algorithme entre guillemets qu'utilisent les médecins pour prédire le traitement. Donc il faut toujours être très prudent quand on utilise ces mécanismes-là. Un autre travail qu'on fait, c'est sur le myélome. Chaque problème, et c'est pour ça que sur la drépanocytose, on a discuté un peu avec le docteur Kougoul
d'essayer un projet de recherche sur la drépanocytose spécifique, parce qu'en pratique, chaque maladie est différente. Par exemple, sur les cancers du sein, la leucémie aiguë, ce qui intéresse beaucoup les médecins, ce sont les variables de biomol, même les variables biologiques. Sur le myélome, par exemple, on est beaucoup plus sur un travail sur la génomique, c'est-à-dire essayer de trouver les gènes qui seraient susceptibles de prédire la survie. Et par exemple, sur le lymphome, on s'intéresse beaucoup à l'anapath, c'est-à-dire à l'analyse visuelle des lames d'anatomopathologie. Donc, la méthode à utiliser dépend beaucoup de la maladie, et c'est pour ça qu'il est indispensable de travailler avec les médecins pour voir si la méthode est applicable, quelle méthode est applicable et dans quel domaine. Donc là, je vous ai parlé de façon très générale parce que malheureusement, on avait un peu discuté avec le docteur Kougoul, mais on n'a pas eu le temps de se revoir pour essayer de monter un sujet de recherche qu'on pourrait faire porter par un master. Mais ça fait partie des projets qu'on a ensemble. Voilà.